Bien, mesdames et messieurs, il est 20h. Je vais demander aux élus de bien vouloir s'installer. J'ai vu que le quorum était atteint, malgré un certain nombre d'absences. Bien. Messieurs, je vous propose que Madame Valérie Lefebvre soit la secrétaire de séance. Si personne ne s'oppose à ce choix, je vais lui demander de faire l'appel. Bonsoir à tous. Jean-François Dardenne. Présent. Valérie Lefebvre, présente. Claude Robert, pouvoir à Jean-François Dardenne. Patricia Richard. Présent. Michel Duplessis. Ginette de Courtrai. Présent. Olivier Carré. Présent. Sonia Viard. Présent. Nicolas Promsy. Présent. Imen Bouarbe. Mokhtar Alouache. Présent. Léa Fatma Kaya, pouvoir à Patricia Richard. Marie-Josée Furtado, pouvoir à Olivier Carré. Jean-Michel Zakartchouk. Maria Lagache, pouvoir à Nazer Tsimba Pépé. Mehmet Atak, pouvoir à André Mailleux. Malika Mbark, pouvoir à Valérie Lefebvre. Nurier Topal, pouvoir à Sonia Viard. André Mailleux. Marie-Claude de Catoire, pouvoir à Nicolas Promsy. Yves Duchâteau, pouvoir à Michel Duplessis. Annie Dupressoir, pouvoir à Imen Bouarbe. Nazer Tsimba Pépé. Habib Choc. Présent. Marie Martin. Présent. Didier Caron. Présent. Badia Zrari. Présent. Loïc Pen. Présent. Lauriane Leriche. Présent. Pascal Lambert. Présent. Patrice Abran. Présent. Martine Cagnard. Présent. Gilliane Roux. Présent. Alain Petit. Présent. Marie-Jo Fuentes, pouvoir à Gilliane Roux. Bien, merci. Quelques mots, si vous permettez. Bonsoir à tous. Je voudrais saluer les élus présents, le public qui est présent dans la salle. Je vois qu'il y a quelques membres du Conseil de coopération citoyenne et des Nogentais engagés dans la vie locale. Et je voudrais saluer également celles et ceux qui nous regardent en direct sur le site de la ville. Rapidement vous dire que je suis très heureux de retrouver cette salle et ce siège qui m'a manqué ces derniers mois. Vous le savez, certains ont des accidents de voiture. Je pense à mon prédécesseur, par exemple, qui a eu un accident de voiture qui l'avait tenu éloigné un certain temps des affaires de la ville. En ce qui me concerne, ce fut un accident de santé. Donc, il m'a tenu éloigné des affaires de la ville ces 2 derniers mois. J'ai donc assisté de loin, et en tant que spectateur un peu forcé, à un certain nombre d'événements importants, voire même historiques pour la ville de Nogent-sur-Oise. Je parle des festivités du 55e anniversaire du jumelage avec Gersthofen, et qui a été honoré par l'ensemble des villes
jumelles qui sont venues se joindre à ces festivités. Je parle de l'inauguration du groupe scolaire dorénavant nommé Claude Brunet, l'ancien groupe scolaire des Aubiers, qui est devenu le groupe scolaire Claude Brunet en guise de reconnaissance d'une vie consacrée à la chose publique. Je parle de l'inauguration du site du Marais-Montroy. Je parle également de la sortie des aînés à Arras, que je n'ai pas pu honorer de ma personne, mais dont je sais qu'elle a beaucoup plu à nos anciens et nos aînés. Plus récemment, nous avons eu des jeux dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Idées de quartier. Nous avons eu l'organisation de jeux intergénérationnels à Saint-Exupéry et nous aurons les mêmes idées de quartier qui ont œuvré. Je salue les élus qui ont œuvré pour ça, notamment Nicolas Bromsy et Olivier Carré. Rocher à Saint-Exupéry. Je parle de la grande fête populaire qu'a été L'école est finie. Je redis qu'elle est organisée par le Studio Son, NSO Son, de Nogent-sur-Oise et l'association En Avant pour Nogent, en lien avec les services de la ville. Et les échos que j'ai eus me font dire que c'est une belle fête populaire avec laquelle nous démarrons les festivités qui vont durer tout l'été, et j'y reviendrai. Alors évidemment, assister à ça de loin, ça veut dire beaucoup de choses. La première que j'en ai tirée, c'est que nul n'est indispensable. Il faut savoir agir avec humilité. Et que donc, évidemment, même si je m'empresse d'ajouter qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nul n'est indispensable, mais en même temps, ça renforce chez moi le sentiment de vouloir bien faire. Et puis, évidemment, la même volonté intacte de terminer ce qui a été entrepris. Donc, je ne suis pas en train de vous dire un adieu. Le week-end prochain va être également chargé, puisque le 12 juillet, nous avons donc les idées de quartier au quartier des Rochers, et puis nous avons une kermesse organisée par une association, Activez-vous, à Montupet. Le 13 juillet, nous aurons le feu d'artifice traditionnel au château des Rochers. Le 14 juillet, le non moins traditionnel défilé républicain. Le 16 juillet, une initiative intéressante du service jeunesse, des services jeunesse devrais-je dire, qui s'appelle Terrain d'entente. Il s'agit d'organiser des activités et des jeux interquartiers de l'AXO, notamment pour combattre et tenter d'éviter les rixes interquartiers. Et donc ça va se dérouler au stade de Georges Laine, et ça c'est le 16 juillet. Et enfin, le 17 juillet, nous aurons le premier départ pour Nogent à la mer et le démarrage de l'activité Top Chef au quartier des Rochers. Je n'oublie pas les stages d'hiver qui sont offerts aux Nogentais, à savoir les stages sportifs qui sont en cours et qui dureront également la semaine prochaine, et puis les stages à la ferme pédagogique et à la MAST. Voilà. Donc je voudrais, vous me permettrez de remercier sincèrement, déjà je l'ai déjà dit, mais je remercie le service public de l'hôpital public, notamment le service cardiologie de Creil, pour lequel j'ai une immense reconnaissance. Et je me dis que se battre pour l'hôpital public, c'est un devoir qui devrait s'imposer à nous tous. Je remercie les services municipaux sous la houlette de leur directeur général des services, Philippe Dizon-Gremel, qui doit être derrière moi, qui, quoi qu'il arrive, assure la continuité du service public local. Quand je parle du DGS, évidemment, je parle du DGS, des directeurs généraux adjoints, des chefs de service, des directeurs et des directrices, bref, de l'ensemble des agents de la ville. Je remercie les élus, notamment ceux en responsabilité,
au premier rang desquels se situe notre première adjointe, Valérie Lefebvre. Merci à elle et merci à tous les autres, ici autour de moi et en face, d'avoir su prendre le temps et d'avoir à cœur de faire tourner la boutique en mon absence. Alors évidemment, j'ai pu vérifier que la critique est toujours facile, notamment sur les réseaux sociaux. Quand l'action nécessite toute notre énergie, et je préfère retenir que l'action nécessite et reçoit toute notre énergie. Donc je reprends ma place ici parmi vous et vous assure que je déploierai toute mon énergie retrouvée pour préparer et accompagner l'avenir de notre ville, cette ville que nous aimons tous. Voilà, merci de m'avoir permis de vous dire ces quelques mots d'introduction. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des remarques, Oui. Alors, juste une remarque, on avait posé des questions, on a eu des réponses, mais ça n'apparaît pas dans le compte-rendu. Donc juste, si vous pouviez corriger pour le prochain conseil et nous mettre les remarques qu'on va... Il faudrait déjà me dire quelles étaient les questions et quelles étaient les réponses toi, tu sais qui pas, vous ont été données. Enregistrés, les services ont répondu oralement, il y a eu des échanges et ça n'est pas sur le PV, donc pour la prochaine fois. Oui, non, mais c'est pas obligatoire. Vous savez que le compte-rendu des conseils municipaux, on n'est pas obligé de faire du mot à mot. Hein. Non, mais il n'y avait absolument rien en fait, c'est pour ça. Donc juste, peut-être pour le prochain conseil, on n'est pas obligé de le faire, mais pour le prochain. Non, mais bon, je ne m'engage pas, je vais voir ce que c'est. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. C'était sur les chiffres... Ta question, c'était sur la question du précédent conseil, au niveau des chiffres, du budget, etc., ou juste au niveau du jumelage? Non, c'était les échanges qu'on a pu avoir, enfin au sein du conseil, il y a eu des échanges. Après... Bon, on regardera, oui, voilà. on regardera, mais je ne m'engage à rien. Si je peux me permettre de préciser, j'avais fait aussi fait des questionnements sur la modification du PLU, sur les deux zones. Et je répète que le compte-rendu, et j'en ai connu certains qui étaient très analytiques, voire même, je les appelais à l'époque les comptes-rendus squelettiques. Donc là, il y a un effort qui a été fait sur les comptes rendus, si vous avez remarqué, que je salue. Et donc, je verrai en fonction de ce que vous me dites s'il y a nécessité de revenir là-dessus ou pas. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. Le compte-rendu des décisions vous a été proposé. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui. Merci, monsieur le maire. Ma question portait sur la décision numéro 293, recours à la société Chemin Faisant pour un montant de 15 240 € concernant la médiathèque. Et en fait, on voulait savoir que concernait la prestation et pour quelle suite en fait. Oui, c'est une étude concernant le réaménagement total de la médiathèque dont on va fêter les 30 ans. Et il y a une étude qui est lancée en lien avec la DRAC et la MDO à ce sujet. On a eu une réunion encore la semaine dernière à ce sujet. Et c'est un conseiller architecte de la DRAC qui s'appelle Nicolas Bedon qui va faire un travail à ce sujet sur la médiathèque pendant un certain nombre de jours. Je peux vous donner plus de renseignements. Monsieur Kevani, le directeur de la médiathèque, est en train de faire un document sur ce sujet-là. Donc, si vous le voulez, je pourrais vous le partager. Mais c'est en lien avec la MDO et la DRAC. D'accord, merci. Donc, c'est une restructuration de la médiathèque en provision.
Oui, un réaménagement total et c'est assorti évidemment de subventions aussi venant de la DRAC. D'accord. Merci. En fait, c'est la poursuite du plan qu'on a commencé avec la DRAC, notamment sur l'élargissement des horaires, etc. Oui. D'autres questions? Oui. Une question sur la décision 302. Recours au bureau de recherche géologique et minière pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur le comblement d'une ancienne carrière et d'aménagement d'un champ, ainsi que réalisation d'une étude portant sur les autres ruissellements. Je voulais savoir exactement ce que ça concernait et quel cahier des charges de cette étude. Alors, sur l'affaire du plateau agricole, donc, évidemment, on n'est pas resté les deux pieds dans les mêmes sabots, puisqu'on a agi sous plusieurs formes. La première, ça a été de vérifier ce qu'il y avait dans le fameux trou, puisque vous savez que dans le cadre d'un projet qui devait aboutir à la mise en place de jardins familiaux, ainsi que l'installation de vignes, nous avions donc bouché avec l'opérateur sur place là-haut un trou dont il a été évoqué dans la presse la pollution. On aurait mis dans ce trou des choses pas très nettes, c'était pollué, etc. Donc nous avons fait travailler un cabinet conseil qui est venu faire des trous dans notre trou pour vérifier si il y avait de la pollution ou pas. Alors évidemment, ce rapport nous a été fourni. Alors l'entreprise s'appelle comment? Burgea. Donc c'est une entreprise d'Arras qui a fait ce travail et qui nous a donc communiqué un rapport qui est très rassurant de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a aucune trace de pollution dans ce trou, si ce n'est des pollutions naturelles de végétaux. Voilà ce que dit ce rapport que je tiens à votre disposition, qui doit faire 80 pages, non ? Après une étude approfondie de cette société. Soit dit en passant, je m'interroge sur les personnes, notamment les associations soi-disant environnementales, qui à l'époque ont fait beaucoup de bruit sur cette affaire et qui maintenant nous interpellent en nous disant que là-haut, il y a des gens qui font des dépôts sauvages, etc. Ben oui, et pour cause. Il n'y a plus personne là-haut, puisque l'entreprise a dû arrêter son activité, est en liquidation judiciaire, et que donc a été nommé un mandataire liquidateur très connu, puisque c'est le même qui s'est occupé de la société Gosse, Maître Hazan. Et donc nous n'avons plus la main pour le moment. Donc c'est un peu l'histoire des pompiers pyromanes. Hein. Ceux-là même qui ont hurlé en disant qu'il y avait de la pollution et que dans les trous on mettait n'importe quoi. Là on a la preuve maintenant qu'il n'y a rien dans ces trous. Et donc maintenant ils nous expliquent que il n'y a plus personne et donc il y a des dépôts sauvages là-haut. Alors que ce sont eux qui ont contribué, notamment, pas que, ce sont eux qui ont contribué au fait qu'il n'y ait plus personne là-haut. Donc je trouve ça un peu fort de café. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour répondre à votre question, vous savez qu'il y avait une enquête en cours et que nous étions très limités dans nos démarches, puisqu'il ne fallait pas gêner l'enquête en cours. Donc après avoir écrit 2 courriers à l'État, à l'Adréal, l'Adréal nous a renvoyé sur le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui nous a, afin de, on va dire, expertiser notre projet, qui nous a renvoyé, qui a fait une étude et un appel à projet, qu'il a traité lui-même, c'est pas nous qui avons eu la main, c'est lui, auprès de 2 sociétés qui vont faire des études sur réellement où ça en est
est-ce que le projet peut soutenir, est-ce que nos projets peuvent être soutenables écologiquement là-bas, et notamment regarder de près tout ce qui est écoulement d'eau. Donc il y a une étude qui va être faite là-dessus, et c'est ça que le BRGM, nous avons demandé au BRGM cette prestation d'assistance pour trouver un maître d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de cette étude géotechnique, qui va porter sur l'ensemble des travaux que la société a fait. C'est-à-dire qu'il y a notre trou, mais il y a aussi la partie à gauche, là, qui est une partie qui sont des terrains qui appartiennent à la ville, mais qui sont loués à un agriculteur. Voilà ce que je peux vous répondre. Du coup, pour bien comprendre, c'était vraiment, j'étais surpris par le... Ah, merde, pardon. Oui, je disais, j'étais surpris par le faible coût de cette étude, pour le coup. Mais en fait, c'est juste une assistance à la maîtrise d'ouvrage qui va donner d'autres études. Oui, alors l'étude, on a eu les deux offres. Voilà. Il y a deux offres, il y en a une à 100 000 et une à 50 000. Voilà, parce que quand j'ai vu 7 000, je me suis dit, c'est quoi la surpasse de cahier des charges de l'étude, parce que je ne comprenais pas. Non, ça c'est c'est le paiement de l'AMO, c'est le paiement du BRGM. Ouais, mais c'est pas lui qui va travailler. Ok, très bien. Et donc, troisième point, nous sommes en train d'étudier le nettoyage de là-haut, parce qu'effectivement, il y a eu une carcasse de voiture qui a été déposée là-haut. Et nous sommes en train de regarder comment bloquer les accès, sachant que c'est difficile, puisque nous ne sommes pas les seuls propriétaires fonciers là-haut. Il y a aussi pas mal d'agriculteurs. Et donc, vous savez qu'il y a des barrières, mais les barrières, elles restent ouvertes. Donc l'idée, c'est de fournir des clés forestières, comme on dit, à ces personnes afin qu'elles referment, qu'elles ouvrent et qu'elles ferment à chaque fois. Parce que le problème, c'est que, oui, elles ouvrent, mais après, quand elles repartent, elles n'ont pas le temps de refermer. Donc on va regarder ça de près, avec la police municipale notamment. Voilà, vous savez tout sur où on en est de cette affaire. Oui. Du coup, pour finir sur le plateau et être complètement transparent, est-ce que vous pouvez préciser la profondeur des fouilles réalisées pour l'étude et la profondeur totale des fosses qui ont été comblées? La profondeur des fouilles, vous parlez de la première étude? Sur le carottage, oui. Oui, c'est 7 mètres de profondeur. C'est ça, ouais. Sur un trou de 13 mètres. Cela dit, on nous a signifié qu'il suffisait d'aller à 7 mètres, de regarder, pour pouvoir remettre soit 30 cm de terre, si on veut y remettre des arbres, soit 60 cm, si on veut y faire les 60 ou 80, 70, entre les deux. 70 cm de terre pour y faire les jardins familiaux. En toute sécurité. D'autres questions? On voit pas. Bien. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne le fonctionnement fonctionnement de l'Assemblée. Il s'agit d'une modification intérieure du Conseil municipal, puisque en date du 7 septembre 2020, nous avions approuvé notre règlement intérieur qui portait notamment, mais pas que, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Puisqu'il est dit qu'un espace dans l'article L2121-27-1 du CGCT, il est dit qu'un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal, ce qui était le cas jusqu'à présent, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Donc les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. Et donc jusqu'à présent, nous avions décidé le principe suivant: un espace d'expression est réservé dans chaque magazine municipal. Celui-ci sera réparti entre chacune des listes représentées au sein du conseil de manière égale par tiers. Et un espace d'expression écrite sera réservé à chacune des listes au sein du conseil municipal sur le site internet de la ville. Donc cette règle permettait jusqu'à aujourd'hui aux 3 listes dont sont issus les élus du conseil de la commune de disposer d'un espace d'expression égal. Suite à un courrier de M. Didier Caron et Mme Badia Azrari, courant mai, indiquant la constitution d'un nouveau groupe politique et la volonté de disposer à ce titre d'un espace d'expression au sein du prochain bulletin municipal, il convient donc de modifier les termes de cet article à l'intérieur du règlement municipal afin de leur accorder un espace de taille équivalente aux autres. Et donc nous vous proposons, en ce qui concerne l'expression municipale, du fait que nous sommes de grands démocrates, de bouger l'article L2121-27-1 du CGCT de la manière suivante. Un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Ce qui est le cas, puisque dans le courrier, alors on n'a jamais reçu le courrier, hein, mais on a reçu un mail à la place, vous déclarez que vous ne faites pas partie de la majorité municipale. Donc, comme les conditions sont réunies, et que vous avez déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, il est proposé que la répartition se fasse entre chaque liste au sein du conseil municipal de manière égale. Sur la base de 4 listes, cela représentera un nombre total de 1900 caractères, espace compris, attribués par groupe. Ça veut dire que les 3 autres groupes font de la place au 4e groupe. En cela, nous sommes cohérents avec ce que nous avons décidé en septembre 2020, puisque à l'époque, nous avions décidé, ce qui n'était pas le cas auparavant, d'attribuer à titre égalitaire le droit d'expression. Bon, même chose pour le site internet. Hein. Ces espaces doivent respecter la déontologie propre à toute publication et en particulier ne comporter aucune injure, ni propos tendancieux, voire diffamatoire, ni attaque directe envers un autre élu. Le directeur de la publication, que je suis, garant de l'intégrité des textes publiés, pourra refuser les articles qui ne respecteraient pas ces règles élémentaires de dignité exposées ci-dessus. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver ce règlement intérieur du conseil municipal dans cette version mise à jour telle que je viens de vous l'expliquer. Y a-t-il des questions? Oui? Pas une question, une remarque. Pardon. Donc pas d'opposition évidemment, parce qu'il y a un espace d'expression pour le nouveau groupe, mais pour dire les choses, c'est plutôt sur les anciens groupes que les choses peuvent changer, puisque le groupe Les Républicains de droite a désormais rejoint la majorité municipale. Donc je ne pense pas que ça nécessitait un changement. Non seulement il y a un vote de budget, il y a eu des délégations, il y a, on l'a vu par un courrier, un engagement de partir ensemble aux prochaines municipales. Je pense qu'on peut là aussi matérialiser maintenant les choses. Faire artificiellement 2 expressions pour un groupe qui désormais est commun. Voilà, non, le groupe n'est pas commun, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, je n'ai point entendu Mme Roux déclarer qu'elle souhaitait cumuler son expression avec celle de la majorité municipale. Donc, force doit rester la loi et sa bonne compréhension. Mais bon, vous voulez créer 2 blocs. Ah ben non, j'ai cru que vous en étiez à 2 blocs. Ça viendra, ça viendra.
Monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le maire. Pour répondre à Monsieur Penn, effectivement, nous sommes d'accord sur certaines décisions qui sont prises par la majorité municipale, c'est clair, parce que nous pensons vraiment au bien des Augentais, mais en aucun cas, pour l'instant, nous avons rejoint le groupe municipal. Peut-être que ça se fera pour une élection, je n'en sais pas, je ne suis pas devin, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes toujours un groupe indépendant. Voilà la réponse, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je n'ai pas mis aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, 4 ou 5? 5. Oui, non, mais Madame Cagnard rêvassait. Donc, 5 abstentions. Adopté. Nous passons au point 2 et c'est Monsieur Olivier Carré. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc il s'agit de la répartition des sièges au sein de l'AXO pour la mandature 2026-2032. Donc la commune de Nogent fait partie des 11 communes de l'AXO. Dans le cadre de la future mandature 2026-2032 du conseil communautaire de l'AXO, il convient que chaque conseil municipal se prononce sur la répartition des sièges entre les membres de l'intercommunalité avant le 31 août de l'année précédant le renouvellement de son conseil. Le nombre de conseillers communautaires est fixé en fonction de la population municipale au 1er janvier de l'année précédente. Et les sièges sont répartis proportionnellement à la population municipale. Pour l'AXO, la population est comprise entre 75 000 et 99 999 habitants et dispose donc de 47 sièges à répartir entre les 11 communes, dont 5 sièges de droit pour les 5 plus petites communes. À ces 47 sièges, il a été attribué 4 sièges supplémentaires pour les 4 communes de Nogent, Villers-Saint-Paul, Saint-Odesran et Saint-Maximin. C'est pourquoi, pour cette mandature, nous avons 11 sièges, 10 plus un bonus. Pour la prochaine mandature, et compte tenu de l'augmentation de la population nogentaise, 21 859 au 1er janvier 2025, contre 19 595 au 1er janvier 2019, la ville de Nogent disposera de 11 sièges de droit, sans bonus, ce qui finalement ne change rien en nombre de sièges à l'Assemblée communautaire pour ce qui nous concerne. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'accord de répartition dérogatoire pouvant conduire à répartir jusqu'à 10% de sièges de plus que la répartition de droit commun, soit 4 sièges supplémentaires, d'attribuer les 4 sièges supplémentaires à Creil, Saint-Maximin, Saint-Leu et Villers-Saint-Paul à raison d'un siège par commune, donc pour la mandature 2026-2032, et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment à procéder à sa notification auprès de l'AXO. Bien. Les choses ont été clairement dites. En fait, le bonus qu'on a eu la dernière fois, maintenant c'est Creil qui a le bonus. Voilà. Oui. J'ai une petite interrogation sur le nombre d'habitants de Nogent-sur-Oise dans le tableau qui figure. Oui. Il me semblait qu'au dernier recensement, nous avions dépassé les 20 000 habitants. Oui, non mais les 19 000, c'est à l'époque antérieure à 2020. Ça date de 2019. Là, la population nogentaise, vous l'avez à la page 10. Ah oui, vous n'avez pas la délire. Ah oui. Merci. C'est 21 000. J'étais sur la mauvaise page, effectivement. Merci. Non. Bien, j'ai pas mis au voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Alors, les deux points suivants, Patricia Richard pour les relations sociales. Alors, il s'agit d'une délibération qu'on a l'habitude de passer sur la modification du tableau des effectifs. Donc, afin de permettre le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs. Elles sont liées, cette modification, aux avancements de grade, des promotions internes, le départ des agents à la retraite, mutations éventuelles, changement de filière et augmentation potentielle du temps de travail. Elles tiennent compte également des prévisions de recrutement à venir et des postes non pourvus. Donc, la présente délibération prévoit aussi la possibilité de recourir à un recrutement contractuel sur un poste, notamment le poste de responsable du service appui à la commande publique, qui sera prochainement vacant.
Les suppressions de postes ont été soumises pour avis au comité social territorial lors de la séance du 26 juin 2025. Je peux vous faire le détail si vous le souhaitez, sinon je vous laisse apprécier dans la délibération donc, les postes qui ont été créés et les postes qui ont été supprimés. Si vous avez des questions, pas de souci. Donc, de fait, donc, il est demandé au conseil municipal de prévoir, compte tenu des difficultés prévisibles de recrutement, que l'emploi de responsables du service appui à la commande publique pourra être pourvu en tant que de besoin par voie contractuelle. Donc, selon l'article du Code général de la fonction publique, si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté à ce poste. Cet emploi nécessite une formation classée au moins au niveau 2 ou une expérience professionnelle équivalente. Dans ce cas, la rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d'emploi des attachés, compte tenu des qualifications et expériences professionnelles du candidat retenu, et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune. Merci. Des questions là-dessus? Pas de remarques? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Adopté. Le suivant. Alors on passe au règlement intérieur de la ville de Nogent-sur-Oise. Donc conformément à la jurisprudence, il relève de la seule compétence du conseil municipal de fixer les mesures générales d'organisation des services publics communaux. Si le règlement intérieur n'est pas officiellement un document obligatoire pour les collectivités territoriales, ce document a néanmoins vocation à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail, mais aussi à fixer les mesures d'application de la réglementation, notamment en matière de santé et de sécurité. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'adopter un document, fruit d'un travail d'élaboration conjoint entre les services et les organisations syndicales, avec la participation des élus, qui étaient donc sur ce groupe de travail, qui reprend les différents domaines de la fonction publique territoriale. Il fixe ainsi au sein de la commune les règles relatives à l'organisation du travail, aux congés et absences diverses, à la formation et au compte personnel d'activité, au comportement professionnel, au droit de grève, à l'exercice du droit syndical, à l'action sociale, à la santé et à la sécurité au travail. Le règlement intérieur s'applique à tous les personnels employés par la collectivité, quel que soit leur statut. Il s'applique également aux personnes extérieures à la collectivité, mais y travaillant ou y effectuant un stage dans la mesure où ces dispositions peuvent les concerner. Il concerne l'ensemble des locaux et des lieux d'exécution des missions. Le règlement est annexé à la présente délibération, donc je ne vais pas vous en faire lecture, il y a plus de 10 chapitres, et sera remis à chaque agent sous format numérique et à défaut d'accès à des moyens informatiques professionnels. Il sera également consultable sur les lieux de travail et les agents pourront en obtenir une version papier. Il est demandé au conseil municipal d'adopter la proposition de règlement intérieur de la ville de Nogent-sur-Oise que vous avez en annexe, ainsi que ses annexes, puisqu'il y a des annexes également. Les dispositions relatives à l'usage des véhicules seront suivies progressivement des arrêtés et autorisations nécessaires. Merci pour cette présentation. J'ajoute que j'ai une pensée à ce moment-là pour notre regretté Hervé Roberti qui avait démarré ce travail et qui a été poursuivi et achevé par Patricia Richard, en liaison, ça a été dit, avec les organisations syndicales de salariés et l'administration générale de la collectivité. Donc nous voilà dotés d'un outil qui n'est pas, ça a été rappelé, obligatoire, mais qui est utile pour avancer sur les questions liées au personnel. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? On ne voit pas. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. Je voulais juste rajouter une petite chose. Oui. Maintenant qu'il est adopté, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé. Ça s'est fait de manière extrêmement collective et dans la convivialité aussi. Ça, il faut le souligner. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes toujours autour de la table pour amender quand il le fallait et pour travailler sur le fond et sur la forme. Très bien. Et remercier M. Laurent Denis qui a beaucoup payé de sa personne.
Notamment. Alors, le point suivant concerne les futures élections. Et c'est qui, hein? C'est André, pardon. Bonsoir à tous. André Maillot. De l'utilisation des salles communales pour la campagne électorale 2026. La mise à disposition par les communes de locaux leur appartenant au bénéfice de partis politiques est régie par l'article du Code général des collectivités territoriales. Ainsi que si le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétaires communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Il appartient au conseil municipal de fixer en tant que de besoin la contribution due à raison de cette utilisation. L'utilisation par les partis politiques des salles municipales est en principe payante. Toutefois, il semble opportun durant le temps de la campagne, les prochaines élections municipales 2026, d'apporter une exception de gratuité à ce principe au bénéfice de tous les candidats déclarés ou de leurs représentants. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place de la gratuité par l'utilisation des salles du bas du château, des Rochers, du marché Robert, de la salle Marcel Zanetti, Brodelot, Charpentier, ainsi que celle du Mousselet, en fonction des disponibilités par les partis politiques et par les candidats durant toute la durée de la campagne des élections municipales 2026. Il est rappelé que cette utilisation devront s'inscrire dans le respect du règlement d'utilisation de ces salles et que l'utilisation sera possible que jusqu'à 22 heures. Merci. Donc ça, c'est une délibération qu'on prend régulièrement avant chaque élection. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons maintenant, c'est Imen Bouarbe, pour l'acquisition d'une parcelle. Bonsoir à tous. Alors, acquisition parcelle cadastrée AE 159, 28 rue de la Liberté. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurisation des accès piétons et véhicules à Jean Moulin, la commune souhaite acquérir une partie d'un terrain privé appartenant au consort Benquero. Il est rappelé qu'en application des articles mentionnés du Code général des collectivités territoriales ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2016, l'avis de la direction départementale des finances publiques de l'Oise n'est obligatoire que pour une acquisition d'un montant de plus de 180 000 €. Un accord a été obtenu pour un terrain d'environ 300 m² à détacher de la parcelle cadastrée AE 159. Vous avez les annexes jointes et notamment le nombre de places de création, au montant de 75 000 € auxquels s'ajoutent 20 000 € d'indemnité de dépréciation, soit un montant total de 95 000 €. Les frais de l'acte de vente seront à la charge de l'acquéreur. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition d'une partie de terrain d'une superficie de 300 m² à détacher de la parcelle cadastrée AE 159, rattachée à l'ensemble immobilier 28 rue de la Liberté, appartenant au consort Benquero, pour un montant de 75 000 € auquel convient d'ajouter l'indemnité de dépréciation de la propriété, soit un montant total d'acquisition porté à 95 000 € dans le cadre de l'aménagement et la sécurisation des accès piétons et véhicules de l'école Jean Moulin, d'autoriser Monsieur le maire ou la troisième adjointe à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Des questions? On en a longuement parlé au CMC 1 et 2. Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Monsieur le consort Benquero font l'unanimité. Le point suivant, c'est une acquisition également, et c'est Nazer. Oui, bonsoir tout le monde. Il s'agit d'une acquisition par M. Altinisic Dia. Donc, M. Altinisic Dia porte un projet de réalisation d'un lotissement de 2 lots à bâtir sur un ensemble de terrains situés 58 à 60 rue Vallière. Ces 2 terrains supporteront 2 maisons individuelles. Cette opération sera desservie par une voie
de 160 mètres carrés environ sur les parcelles cadastrées AE 248 à 251. Il est envisagé de transférer à la ville de Nogent-sur-Oise les voies et espaces communs prévus dans le cadre de la demande de permis d'aménager déposée par messieurs Altinisic Diard lorsque ceux-ci auront été réalisés. Les voies et espaces communs, à savoir ouvrages et fonciers, seront transférés gratuitement à la ville de Nogent-sur-Oise conformément au code de l'urbanisme et intégreront le domaine public de la ville. Une convention de transfert est proposée portant sur le foncier qui occupe une emprise d'environ 160 mètres carrés. Il est demandé au conseil municipal non seulement d'approuver l'acquisition des terrains décrits ci-dessus lorsque les équipements de voirie et les travaux d'espace commun auront été réalisés. Précision, le calcul du salaire du conservateur est estimé à 150 €, en sachant que les frais de géométrie resteront à la charge du vendeur, et également d'autoriser M. le maire ou le troisième adjoint à signer tout document afférent à ce dossier, notamment la convention de rétrocession de voirie annexée à la présente délibération. Merci. Des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention? Adopté. La suivante, Nicolas Ponty. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Si les deux prochaines délibérations que nous sommes appelés à prendre ce soir relèvent du périmètre de la gestion du patrimoine communal, il s'agit surtout de développer le commerce à Nogent. La collectivité agit pour les quartiers des Coteaux et des Granges après la construction d'une nouvelle résidence autonomie, d'un nouveau restaurant scolaire et d'un nouveau centre de loisirs regroupés dans le complexe intergénérationnel Le Coteau des Coquelicots. La municipalité soutient à présent l'implantation d'une épicerie en lieu et place de l'ancien centre de loisirs. Dans le cadre de ce projet, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à lancer une procédure de désaffectation et de déclassement du domaine public communal pour l'ensemble immobilier du 88 terre rue Jean Jaurès, occupé auparavant par les services de l'inspection de l'éducation nationale, aujourd'hui transféré à Creil. Cet ensemble immobilier fait partie du projet d'épicerie porté par la SCITA et son représentant, M. Altinisic Diard. En ce sens, afin d'avancer dans la mise en place de ce projet, il est demandé au conseil municipal de constater la désaffectation de l'ensemble immobilier du 88 terre rue Jean Jaurès, de prononcer son déclassement du domaine public pour une incorporation au domaine privé communal, d'autoriser Monsieur le maire ou la troisième adjointe à signer les documents afférents. Merci. Encore sujet évoqué lors du dernier CMC. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. La suivante. Oui, dans la continuité de la délibération qui vient d'être prise, il est à présent question de la vente de l'ensemble immobilier du 88 terre rue Jean Jaurès à la SCITA, qui porte le projet d'implanter, comme je le disais, une épicerie dans le quartier des Coteaux. La SCITA souhaite créer des logements en lien avec son activité commerciale dans le quartier. La direction départementale des finances publiques de l'Oise a été saisie. Par avis prorogé en date du 16 mai 2025, la valeur vénale de cette maison était estimée à 130 000 €. Le prix de vente négocié avec la SCITA s'établit à 117 000 €. La marge d'appréciation de 10% traditionnellement laissée aux communes a été appliquée et les frais de notaire sont quant à eux à la charge de la ville. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de l'ensemble immobilier du 88 terre rue Jean Jaurès à la SCITA au prix de 117 000 €, d'autoriser Monsieur le maire ou la troisième adjointe à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Des questions? Oui, juste, je vais faire la même remarque qu'en CNC. Donc c'est un projet qui a dû évoluer a priori, parce qu'au départ cette maison devait être rasée, on va dire, pour faire du parking. Alors mon interrogation c'est, est-ce que dans le projet global, il y aura de la place pour du parking? Parce que c'est déjà un quartier qui est un peu saturé. Donc le fait de faire une épicerie, bien sûr, c'est une bonne chose. Et voilà, après il faut penser aussi au parking.
évidemment, depuis le CMC, on en a parlé au CMC, hein. Donc j'ai revu le porteur de projet et j'ai été voir sur place avec lui. Il y aura effectivement quelques places de parking. Il y en a 8 devant l'éducation nationale et il y en a un certain nombre dans l'entrée du centre de loisirs. Et donc, on a regardé ensemble sur la nécessité non seulement d'avoir du parking, mais également de pouvoir faire passer les camions qui vont livrer cette surface. Donc, cela dit, le projet est d'intérêt d'intérêt général important, puisque vous savez qu'il est situé à quelques mètres de la résidence des Coquelicots, et que donc les 90 résidents, les 93 résidents de cet ensemble attendent avec impatience l'arrivée de ce commerce. Et je vous rappelle que lors des délibérations qui avaient été prises en avril et en octobre 2024, il a été noté en octobre 2024 que, évidemment, si le projet devait changer de visage de manière importante, la délibération devrait être complétée en fonction des circonstances. Donc ça fait partie des circonstances que nous allons regarder de près. Voilà. Je mets aux voix. Les abstentions, les votes contre, adopté. Alors les deux suivants, c'est Patricia. Il s'agit de... On a une petite pensée pour Annie du Pressoir, qui devait être parmi nous ce soir, mais qui, suite à un problème de santé, a dû malheureusement être hospitalisée en urgence. Donc on a une pensée pour elle. Alors, il s'agit d'un projet de délibération qui concerne des conventions de servitude définissant des droits consentis à la société Enedis. Pour la première, sur le lieu dit près du Grand Marais, donc pour sur la parcelle cadastrée BM 587. Donc, la ville de Nogent-sur-Oise, en qualité de propriétaire, met à la disposition de la société Enedis une parcelle située sur ce lieu dit. Cette parcelle relève du domaine public communal. En application du Code général de la propriété des personnes publiques, une convention de servitude a été établie et définit les droits des servitudes consenties à la société Enedis dans le cadre de travaux pour l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau de distribution publique d'électricité. Celle-ci devant être publiée au service de la publicité foncière, il est nécessaire d'établir un acte notarié aux frais exclusifs de la société Enedis. La société versera à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant des travaux une indemnité de 20 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la signature d'une convention de servitude au profit de la société Enedis portant sur la parcelle cadastrée BM 587 sur le lieu dit près du Grand Marais et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Bien, les 20 € ont été dépensés en photocopie. Bien. Oui, je vais faire voter la première. Je pense pas qu'il y ait d'enjeu majeur. Unanimité, merci. La suivante. Alors, je ne vais peut-être pas redire les mêmes choses, mais il s'agit cette fois-ci du même type de convention de servitude définissant les droits sur le lieu dit la Trouée-Rilleul. C'est la parcelle BM 791. Donc même chose, la ville, en qualité de propriétaire, met à la disposition de la société Enedis cette parcelle. Donc, en application du même Code général de la propriété, la convention de servitude a été établie et définit les droits.
Celle-ci doit aussi être publiée. L'indemnité compensatoire est également de 20 € et il est demandé d'approuver la signature de cette convention au profit de la société Enedis portant sur une nouvelle parcelle BN 791 située lieu-dit La Trouée-Rieule et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci. Même vote. Adopté. La prochaine, c'est Valérie Lefebvre. Lancement d'un programme de réhabilitation du groupe scolaire Carnot, aménagement d'un site. Le groupe scolaire Carnot, situé rue Carnot et Hélène Boucher, nécessite une réhabilitation complète afin d'améliorer les conditions d'accueil des élèves et du personnel, tant sur le plan fonctionnel qu'énergétique et réglementaire. Il est donc proposé de procéder en 2 étapes. Première étape, l'aménagement d'un site d'accueil permettant le relogement des élèves pendant la durée des travaux, équipé des salles nécessaires, salles de classe, de sanitaires et d'espaces de restauration. Étape 2, la réhabilitation complète du groupe scolaire existant selon un calendrier à définir par la maîtrise d'œuvre. Cette stratégie permettra d'assurer la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux dans un délai maîtrisé. Des subventions seront sollicitées pour l'ensemble du projet, notamment auprès de l'État, de la région, du département et ou de l'Union européenne. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de réalisation d'un programme de réhabilitation du groupe scolaire Carnot, précédé de l'aménagement d'un site d'accueil, d'autoriser Monsieur le maire à engager les demandes nécessaires à cette fin, et notamment pour le lancement des études techniques et de maîtrise d'œuvre pour les 2 phases du projet, le lancement des procédures de marché public correspondantes qui pourront par exemple prendre la forme d'un marché global de performance pour cette opération ou toute autre forme qui serait jugée la plus appropriée. Le lancement d'un programme de réhabilitation du groupe scolaire Carnot avec l'aménagement d'un site, le dépôt des demandes de subventions correspondantes, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de cette opération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés. Merci. J'ajoute que pas plus tard que cet après-midi, Madame Patricia Richard et Monsieur DGA chargé, Philippe Foin chargé de l'urbanisme, sont allés en sous-préfecture et ont persisté à demander à ce que ce programme s'inscrive dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DSI. Je crois que vous avez une oreille attentive de Madame le sous-préfet, que nous remercions. Des questions là-dessus? Oui, donc concernant ce lancement de programme de réhabilitation du groupe scolaire Carnot et l'aménagement d'un site d'accueil temporaire, on a plusieurs interrogations. D'abord, pourquoi cette programmation intervient-elle maintenant? Est-ce lié à une urgence ou à une opportunité de financement? Ensuite, concernant le site d'accueil provisoire, peut-on confirmer qu'il s'agit de l'ancien bâtiment de Pôle emploi? Si tel est le cas, nous savons tous ici que cette structure, dans son état actuel, ne peut accueillir des enfants en toute sécurité. Il ne répond ni aux normes d'accessibilité, ni aux standards sanitaires, de sécurité, d'isolation thermique exigés pour un établissement recevant des jeunes élèves. Dès lors, comment comptez-vous procéder? Envisage-t-on de réaliser d'abord des travaux sûrement coûteux sur le bâtiment provisoire avant d'y installer les enfants, puis ensuite d'engager la réhabilitation du groupe scolaire Carnot? Quel sera le projet global? De nouveaux bâtiments? Est-il envisagé la réfection du gymnase? Cela représente une double charge financière importante pour la collectivité, selon notre vision, et surtout, cela ne va pas garantir une continuité pédagogique et une sécurité optimale pour les enfants et les équipes éducatives.
À ce jour, trop de questions et d'interrogations subsistent. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Bien. Alors, il s'agit d'une déclaration, d'une délibération de principe pour lancer le programme vous avez donné la réponse dans votre intervention, pour justement, j'ai parlé de DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, c'est pas du jour au lendemain qu'on va chercher des sous. Donc si nous prenons cette délibération ce soir, c'est bien pour s'inscrire dans la durée. Donc vous savez que du côté de Carnot, il y a une dynamique importante en termes de nouvelles populations. Vous savez qu'il y a un projet qui est en train de sortir de terre, 90 logements. L'autre projet, je vous informe aujourd'hui qu'il est au point mort, puisque le promoteur qui était en négociation avec le propriétaire des meubles du Pont-Royal a jeté l'éponge. Et donc, de ce fait, tout repart à zéro. Ce qui nous donne, paradoxalement, un peu plus de temps pour engager ce projet. Et ce projet, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tout est possible. C'est-à-dire que ça peut être une réhabilitation de l'existant. Et à ce moment-là, il faudra trouver un site d'accueil. Celui que vous avez cité est une possibilité, mais pas forcément la seule possibilité. Et sinon, il y aura peut-être la solution de reconstruire carrément, plutôt que de réhabiliter, de reconstruire quelque chose de neuf. Mais tout ça, on parle dans le vide là. C'est pour ça que cette délibération de principe va nous appeler à faire appel à un cabinet, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va nous aider sur ce point. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Et là, je pense qu'on a pris un peu d'avance, c'est bien. Oui, juste une remarque. On va voter la délibération de principe. De toute façon, l'école Carnot a besoin d'être réhabilitée, c'est une évidence. Hein. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de parler du gymnase aussi. Il y a une troisième phase qui est la reconstruction du gymnase. C'est bon ? On disait, on votera cette délibération. En effet, il faut lancer les choses. L'école Carnot en a largement besoin. Mais je ne vais pas intervenir là-dessus. Je vais juste en profiter, comme vous venez de signaler, qu'on n'a plus de projet, qui nous rassure d'ailleurs, sur les meubles Pont-Royal. Je comptais le faire en fin de conseil, mais je vais en profiter maintenant, parce que ça fait partie de l'aménagement de ce quartier. On a eu une rencontre sur l'aménagement de la gare à double entrée. Valérie Lefebvre y était pour la majorité municipale, Nazaire aussi, on y était. C'est dit quoi? Ah pardon, autant pour moi. Valérie, c'est sûr. Une vraie inquiétude quand même sur cette zone. Alors j'interviens là-dessus parce qu'il y a les meubles Pont-Royal, on avait évoqué ensemble d'ailleurs, qu'il y avait plutôt un accord sur cette idée-là, l'idée que ça pourrait être une zone aussi où on ait un parking, parce que le projet là, et je réattire, et je pense que là on va avoir un peu d'accord autour de cette table, on avait voté ensemble sur nos inquiétudes sur les accès à la ville de Nogent. Là il y a l'air des deux sens, ça a l'air d'être validé. On avait parlé d'un accès sur la RN16, on n'en parle plus du tout, par la rue du dépôt, une passerelle. On avait évoqué les parkings. Là, moi, ce que j'ai vu, c'est que Craig, il n'y a plus de parking. Ils réaménagent leur rue pour faire un beau plan de circulation, et tout est reporté sur Nogent-sur-Oise. Et ils évoquent le parking du lycée, ils n'évoquent pas grand-chose d'autre, si ce n'est Auchan, avec un projet qui est assez bancal, en fait. Et on n'a plus... moi, j'ai senti que la mairie de Creil avait surtout un souci, c'est qu'il n'y ait pas de moto dans la rue de Péroche. Voilà, ça, ils veulent se garantir ça. Oui, mais dans la rue du 8 mai. Oui, mais dans ce qui sera devant le lycée. Je pense qu'on a besoin de réaffirmer cette idée du parking Pont-Royal comme une possibilité autre que le projet qu'on nous a présenté, et de rediscuter très sérieusement la façon dont Creil, je trouve, c'est relativement bien servi sur le projet par rapport à ce que nos gens vont vivre.
Donc voilà, je vais attirer votre attention à ce sujet parce que ça concerne aussi ce cas. Oui, alors je partage votre point de vue sur l'essentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons délibéré en octobre dernier, me semble-t-il, sur une longue délibération où nous avons affirmé notre vision de la chose. Et effectivement, il est hors de question que la ville de Creil, mais je ne veux pas déclencher une guerre entre les deux villes, mais il est hors de question que la ville de Creil, on va dire, s'attribue les beaux espaces et renvoie toutes les externalités négatives, comme disent les experts, tous les inconvénients sur la ville de Nogent. Ça, c'est... Mais bon, vous savez comme moi que ça se passe au niveau de l'Axo et il faut que chacun pèse de tout son poids et de sa voix pour faire entendre la voix nogentaise. Et donc on est au clair sur ce qu'on ne veut pas, je crois, et les uns et les autres. On est au clair sur ce qu'il serait idéal de faire. Et maintenant, il faut qu'on avance comme ça. Je rappelle que nous sommes dans le périmètre Gare-Cœur d'Aglo, qui est la compétence de l'Axo. Et donc, cette partie Pont-Royal, c'est dans le périmètre Gare-Cœur d'Aglo. Et donc, nous ne sommes pas les seuls décideurs, hein. Surtout l'Axo qui est en position de décider. Et ça concerne 3 villes, Creil, Nogent et aussi Montataire. Voilà ce que je peux dire. Oui. Finalement, je vais intervenir effectivement sur les écoles. On se réjouit que pour l'instant, il n'y a rien de prévu en construction sur le Pont-Royal. Toutefois, il y a des logements prévus par ailleurs au niveau de l'Orge, au niveau des déménageurs bretons. Ça, je sais que c'est déclenché, déménageurs bretons. L'Orge est en cours de discussion. Est-ce qu'on pourrait mettre notre nez pour savoir quel genre de logement on va prévoir là-dedans? Et pareil, prévoir et anticiper les écoles, parce qu'à l'époque, nous avions parlé de Carnot, mais peut-être faire un bâtiment au milieu, sans forcément déplacer tous les élèves. Il y avait une solution à l'époque. Et l'autre point et l'autre remarque, c'est sur les subventions. Il était aussi question qu'un jour, on se dise stop au nouveau projet sans avoir été chercher les subventions. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire ce genre de délibération en disant OK, mais à la condition d'aller chercher les subventions et ne pas dégager des dépenses voilà. C'est ce qu'on a écrit dans la délibération. Oui, pour ce point-là, mais sauf qu'on n'a pas ajouté les autres écoles, c'est ce que je vous dis, les autres bâtiments, les autres constructions qui vont arriver. Donc non, on va avoir, le temps que le projet se fasse, il va falloir anticiper les nouveaux arrivants. Je sais qu'il y a un enjeu électoraliste, c'est-à-dire qu'on est en train de tout bétonner, on construit. Premier point, il y a sur Nogent 800 demandeurs de logement. Donc c'est un peu facile de dire on ne veut pas construire, on tire un trait sur ces demandes-là. J'ai expliqué lors des précédents conseils municipaux que il y avait certes des bailleurs sociaux qui étaient là pour attribuer des logements, mais que ça devenait de plus en plus difficile et que la vraie solution c'était de construire du logement. D'ailleurs, la construction de logements, tout le monde la réclame, y compris dans notre gouvernement qui ne fait rien mais qui parle de ça. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est clair, les programmes immobiliers que j'avais évoqués il y a 1 ou 2 ans dans un magazine concernant le premier point, concernant Pont-Royal, je viens de vous le dire, le projet est tombé à l'eau. Concernant l'Orge, on en est quasiment au même point, puisqu'il y a un projet, il y a un programme de réhabilitation, et vous le savez comme moi, d'une station d'épuration à Villers-Saint-Paul, et tant que celle-ci ne sera pas réhabilitée, le programme ne verra pas le jour. Cette réhabilitation de cette station d'épuration, elle est prévue pour plutôt 2032, 2033.
voire peut-être après. Donc le promoteur, évidemment, va laisser tomber et va s'en aller. Donc ça veut dire que nous avons du temps pour envisager des projets, en sachant que depuis, nous avons été sollicités sur des projets plutôt industriels, artisanaux et industriels, je veux dire ça comme ça. Sauf que là, il faut faire attention puisqu'on rentre dans la fameuse ZAN, zéro artificialisation nette. Donc tout ça est très très compliqué et ne milite pas en faveur de l'éclosion de centaines de logements comme ça du jour au lendemain. Donc tout le monde va se calmer sur les logements qui ne seront pas un enjeu, selon moi, des futures élections municipales de dans 9 mois. Voilà. Je parle clairement. Et donc, voilà où nous en sommes. Donc je redis que par rapport à Carnot, il y a nécessité de réhabiliter Carnot parce que c'est un des plus anciens groupes scolaires. De la même façon, nous allons inscrire dans un projet pluriannuel la réhabilitation de Jean Moulin et la réhabilitation de Paul Bert, puisque ces 3 groupes scolaires nécessitent des réhabilitations. Évidemment, tout ça coûte cher. Tout ça coûte cher, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et donc, tout ça fera l'objet d'un débat public en son temps. Voilà ce que je peux dire pour le moment là-dessus. Mais il n'y a pas urgence, on va dire, à s'écharper sur des projets immobiliers qui sont remis à des lendemains plus lointains que annoncés. Alors, je fais voter. Alors, on vote sur la déclaration de principe, sur groupe scolaire, donc 2 abstentions, si j'ai bien compris. Y a-t-il des votes contre? Adopté. Merci. Alors, nous passons au sport. C'est carré. Oui, alors un sujet complètement différent puisqu'il s'agit d'un label. Nous sollicitons un label Ville active et sportive. Le label Ville active et sportive a été créé en 2017. Il est organisé par le Conseil national des villes actives et sportives, le CNVAS, sous le patronage du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et soutenu par l'ANS. Ce label a pour objectif de récompenser, valoriser l'initiative, les politiques sportives et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un territoire. Il est accordé pour une durée de 3 ans. Nogent-sur-Oise est une ville sportive, de par ses 26 associations, ses actions sportives pour les plus jeunes, en citant notamment les stages sportifs, l'école municipale des sports, la semaine olympique et paralympique, la journée olympique et paralympique, mais aussi d'importants investissements pour ses équipements. Citons le stade Georges Laine, le terrain synthétique, les nombreux gymnases, les terrains 3x3 de basket, les terrains multisports extérieurs et plus récemment, les 2 padels. Par ailleurs, la ville a été labellisée Terre de Jeux 2024, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques à Paris de l'an passé. Pour toutes ces raisons, la ville souhaite poursuivre cette dynamique en déposant une candidature au label Ville active et sportive, qui, selon la note obtenue par le comité, déterminera du niveau attribué symbolisé par un laurier. Alors pour information, actuellement, dans l'Oise, il y a 6 communes qui ont ce label Ville active et sportive. Parmi ces 8, il y a Compiègne, Beauvais et Saint-Just. Compiègne ayant 3 lauriers, Beauvais 3 lauriers et Saint-Just 2 lauriers. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à présenter la candidature de la ville au label Ville active et sportive pour les 3 années à venir, et d'autoriser monsieur le maire à signer le règlement du label Ville active et sportive, ainsi que les documents afférents à la candidature de la ville pour l'obtention de ce label. Très bien. Après, on verra ce que nous apporte le label, mais allons chasser le label. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ce que ça nous apporte, je n'ai pas d'idée. Oui, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est un peu ce que je disais, mais
C'est un label qui doit nous permettre... C'est une valorisation, excusez-moi, c'est une valorisation des actions portées par la ville, au niveau par le service des sports notamment, et puis aussi de tous les équipements qui sont mis à disposition, et aussi une valorisation aussi des associations de la ville de Nogent. Et d'ailleurs, ça a été présenté le 6 juin lors de la réunion annuelle aux différents présidents d'associations. Donc voilà, donc c'est une valorisation un petit peu de tout ce qui est fait pour le sport à la ville de Nogent et pour les jeunes notamment. Et bien, votons-le. Valorisons. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Adopté. Alors, nous passons à la culture en relations internationales. Patricia Richard. Alors, je pense que ça va être relativement rapide. Il s'agit de délibérer sur les tarifs de la MAST et de la ferme pédagogique pour l'année scolaire 2025-2026. Et les tarifs restent inchangés. Donc, nous présentons des tarifs pour l'année prochaine, enfin l'année en cours et l'année prochaine, qui resteront les mêmes, qui sont annexés. Donc, je peux vous en redonner, si vous voulez, quelques exemples. Par exemple, le forfait pour les clubs scientifiques, qui était à 40 € à l'année pour les Nogentais, restera à 40 € à l'année pour les Nogentais. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs annexés de la MAST et de la ferme pédagogique applicables pour l'année scolaire 2025-2026. Bien. Personne ne vote contre, personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. Nous passons à la convention entre la ville et l'association La Sauvegarde du Nord. Jean-Michel. Oui, bonsoir. Zakartchouk, et je pense que tu vas nous parler du dispositif. Voilà, bonsoir. Donc, pour parler de cette convention entre la ville et l'association La Sauvegarde du Nord, d'abord il faut resituer dans le contexte de l'Université des enfants, comme vous le savez, qui a été créée en janvier 2022 et qui est jusque-là, dont le but est de lutter contre les inégalités de destin et pour la réduction de ces inégalités et pour la réussite éducative de tous les élèves, les enfants nogentais. Donc elle était jusqu'ici composée de 2 volets, l'accompagnement personnalisé à la scolarité qui fonctionne vraiment très bien et qui regroupe pour le moment 124 enfants qui sont aidés donc 2 fois par semaine et qui concerne toutes les écoles de Nogent avec 15 groupes en tout qui fonctionnent, donc avec 15 enseignants, même un petit peu plus, les groupes, peu importe, une vingtaine d'enseignants qui assurent la plupart en activité, certains retraités. Donc ça c'était le deuxième volet. Le premier volet, historiquement, c'était le périscolaire de découverte et d'éveil culturel, qui lui fonctionne aussi depuis 2022 et qui regroupe actuellement 230 enfants de maternelle et d'école élémentaire. Et qui continuera l'an prochain, qui rencontre aussi beaucoup de succès. Donc il était question dès le départ d'un 3e volet qui va se mettre en place, qui a commencé de manière un peu expérimentale en juin, mais qui va se développer durant l'année scolaire qui vient et prendre sans doute de l'ampleur. Et c'est à partir d'un dispositif, c'est pourquoi il y a cette convention, qui a été créée par une association des Hauts-de-France qui s'appelle la Sauvegarde du Nord depuis plusieurs années. Et donc c'est elle qui possède en quelque sorte les droits de ce label Boîte-à-Mou, qui est un dispositif, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce dispositif, mais en gros il s'agit de faire écrire des enfants des lettres avec l'aide d'un écrivain public qu'on appelle le facteur, et qui les aide à remplir des lettres qui racontent leur quotidien de l'école, leurs rêves, leurs secrets, jusqu'à un certain point, parce que si ces secrets touchent à des choses qui sont en infraction avec la loi, alors ce sera déclaré, enfin ce sera communiqué aux autorités selon ce que la loi demande. Mais l'intérêt de ces lettres, c'est qu'elles sont lues ensuite par ce qu'on appelle des répondants, qui sont un groupe de personnes divers qui se met en place, entre 10-15 personnes, qui vont répondre à ces lettres de façon anonyme, donc il n'y aura pas du tout d'échange
visuel et hors de l'anonymat entre ces enfants et ces répondants, puisque les lettres sont communiquées et ensuite il y a une réponse. Pour avoir vu les premières manifestations de cela, c'est vraiment très intéressant. Les enfants, en tout cas, sont très heureux de communiquer comme ça avec des adultes qui les prennent en considération, qui les écoutent, et ça peut être un facteur important de lutte pour le vivre ensemble, contre la violence, etc. Mais c'est réservé quand même à partir du CE2, parce qu'avant c'est trop petit. Et là, on a aussi rencontré l'inspecteur de l'éducation nationale, parce que ça se fait bien évidemment ça se fait pendant les heures de classe. Et donc il faut l'accord de l'inspecteur, mais c'est plus qu'un accord, il est vraiment très, très intéressé. Et donc c'est pour ça qu'il y aura, vous avez reçu d'ailleurs une annexe à la délibération qui avait été présentée en CMC, puisqu'on rajoute un protocole d'accord qui sera fait avec les écoles volontaires. Donc pour le moment, on va avoir à la rentrée prospecté, mais enfin il y avait déjà des enseignants intéressés pour participer à cette opération originale et qui est vraiment très cadrée, très structurée. Et donc il faut qu'il y ait une convention avec les sauvegardes du Nord. Ça a mis du temps parce que je ne répondais pas tout de suite. Bon. Mais la sauvegarde du Nord qui a déjà formé des personnes qui vont être les médiateurs, les facteurs, comme on dit, puisque ça demande une formation assez complète. Puis on a l'expérience depuis plusieurs années de la boîte à mots du Nord qui fonctionne très bien. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes du projet de convention annexé relative aux modalités d'utilisation du concept de la boîte à mots appartenant à l'association La Sauvegarde du Nord, d'autoriser M. le maire à signer la convention annexée avec l'association La Sauvegarde du Nord, ainsi que donc tout document afférent, dont notamment ces protocoles d'accord qui vont être faits avec chaque école partenaire, sachant donc qu'il y a tout à fait un accord de l'inspecteur avec qui on travaille toujours en très bonne entente. Très bien. Merci Jean-Michel pour ces précisions sur cette action innovante et originale. Y a-t-il des questions? On n'en voit pas. Donc je mets aux voix pour cette convention et ce protocole d'accord. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Adopté à l'unanimité, merci. Alors, nous passons maintenant à la commande publique. Monsieur Choc pour le renouvellement de la DSP du marché de plein vent. Bonsoir tout le monde. La commune de Nogent-sur-Oise dispose d'un marché d'approvisionnement actuellement situé au niveau de la place de Trois-Rois et prenant place tous les vendredis après-midi de 14h à 18h l'hiver et de 14h à 19h l'été. Celui-ci est réglementé par arrêté du maire. Ce marché est actuellement géré par la société Le Fils de Madame Géraud, dans le cadre d'un contrat de délégation du service public conclu avec la ville depuis 2008, ayant pour l'objet l'exploitation des droits de place de marché public d'approvisionnement existants ou à créer sur le domaine public communal. L'attribution du contrat a été approuvée par délibération du conseil. Approchez-vous du micro parce que je pense que personne ne vous entend. Approchez le micro de votre bouche. Mettez le micro devant votre bouche. Oui, ça y est. Oui, mais non. Plus près. C'est bon là. Ce marché, actuellement géré par la société Les Services Le Fils de Madame Géraud, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public conclu avec la ville depuis 2008, ayant pour objet l'exploitation des droits de place des marchés publics d'approvisionnement existants ou à créer sur le domaine public communal. L'attribution du contrat a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 28 février 2018.
8. Le contrat sera ainsi d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026 et portera sur le même périmètre géographique qu'actuellement au niveau de la place de Trois-Rois, pour un marché à tenir de façon hebdomadaire le vendredi après-midi, comme ce qui se pratique depuis maintenant quelques années. Ces séances hebdomadaires, la tenue d'une séance hebdomadaire supplémentaire le mardi sera demandée aux délégataires au moins une fois par trimestre, dans la limite de 10 séances par an, sauf à ce que les parties conviennent en cours d'exécution que cette séance est finalement pas opportune. Par la parfaite information des élus, le rapport du choix du mode de gestion et le projet de la future délégation du service public détaillant les prestations déléguées et les modalités contractuelles sont jointes à la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de recours à une délégation de service public de type fermage pour l'exploitation du marché forain d'approvisionnement de la commune, d'approuver les caractéristiques de la délégation du service public telles que présentées dans le rapport et le projet de contrat si annexé, et notamment sa durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026. D'autoriser M. le maire à lancer la procédure de concession du service public et d'accomplir toutes les formalités nécessaires au déroulement de cette procédure, notamment à mener les négociations avec le ou les candidats, le cas échéant. Merci. Donc on l'a également évoqué en CMC, ce sujet, et donc on vous propose de renouveler le DSP pour une durée de 3 ans, ce qui est la durée minimale, pour ne pas s'interdire de changer de mode de fonctionnement pour ce marché hebdomadaire de plein vent. Voilà ce qu'on avait dit. Sur ce renouvellement de DSP, des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté pour 3 ans. Alors, le prochain marché, c'est Nazaire. Nazaire, c'est à toi. Oui, la délibération portant numéro 17 porte sur l'attribution des marchés publics de fourniture spécifique de bureaux. Est-ce que tu peux... Papeterie, petit équipement scolaire, matériel éducatif et de loisirs, ouvrages de librairie et manuels scolaires. Dans ce cadre, il a été procédé à une mise en concurrence par le recours à une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions du Code de la commande publique. Ainsi, cette mise en concurrence a été lancée le 2 mai 2025. Ces accords cadres à bon de commande avec des montants maximum annuels sont attribués chacun à un opérateur économique. Les 3 lots sont décomposés de la manière suivante. Lot numéro 1, fourniture spécifique du bureau pour un montant maximum annuel de 40 000 € hors taxe. Lot numéro 2, fourniture de papeterie, petit équipement scolaire et matériel éducatif et de loisirs pour un montant maximum annuel de 208 000 €, toujours hors taxe. Lot numéro 3, fourniture d'ouvrages de librairie et manuels scolaires pour un montant maximum annuel de 50 000 € hors taxe. Les accords cadres sont conclus pour une durée d'1 an, reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois. 3 sociétés ont répondu au lot numéro 1, 4 au lot numéro 2 et 3 au lot numéro 3.
Les rapports d'analyse ont été présentés à la commission d'appel d'offres, réunie le 26 juin 2025. Il a été voté à l'unanimité l'attribution des lots de la façon suivante. Le lot numéro 1, à savoir fourniture spécifique de bureau à la société Lacoste. Lot numéro 2, fourniture de papeterie, petit équipement scolaire et matériel éducatif et de loisirs à la société Lacoste. Excusez-moi. Le lot numéro 3 portant sur les fournitures d'ouvrages de librairie et manuels scolaires à la société De Citre et son co-traitant, le Furet du Nord. Il est donc demandé au conseil municipal de retenir la société La Poste pour le lot 1, à savoir fourniture spécifique de bureau, et le lot 2, fourniture de papeterie, petit équipement scolaire et matériel éducatif et de loisirs. Le groupement composé du mandataire, la société Des Citres, et le contractant, le co-traitant, le Furet du Nord, pour le lot numéro 3, fourniture d'ouvrages des librairies manuelles scolaires. Et enfin d'autoriser M. le maire à signer les actes d'engagement et tous les documents y afférents. Merci. Donc ça a été vu en CAO. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Et donc le dernier marché concerne les repas en liaison froide, et c'est André Maillot. Tout à fait, oui. C'est l'attribution du marché de fourniture de repas pour les besoins de la ville de Nogent. Dans le cas du renouvellement du marché public pour la fourniture des repas en liaison froide à destination des enfants et du personnel encadrant fréquentant les restaurants scolaires collectifs ou les accueils de loisirs collectifs sans hébergement, ainsi que la possibilité de fournir des goûters aux enfants fréquentant le périscolaire et les accompagnements personnalisés à la scolarité de la ville de Nogent. Il a été procédé à une mise en concurrence. L'avis de publication a été envoyé le 24 avril 2025 via le profil acheteur marché sécurisé pour une parution dans le bureau de la ville ainsi qu'une annonce sur le site internet de la ville. Seule l'entreprise Dupont a y répondu. Ce marché à procédure adaptée spécifique est conclu à compter du 1er septembre 2025 pour une durée d'1 an, reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois. Ce marché sous forme d'accord cadre à bonne commande avec un montant maximum annuel de 600 000 € par taxe est passé conformément aux articles du Code de la commande publique. Il est demandé au conseil municipal de retenir l'offre de la société Dupont Restauration pour l'attribution du marché de fourniture de repas en liaison froide pour les besoins de la ville. D'autoriser M. le maire à signer l'acte d'engagement et tous les documents y afférents. Merci. Donc pour ce dernier marché, y a-t-il des votes contre? Non, oui, pas de vote contre, mais des questions. Des questions, allons-y. Oui. Juste savoir, on n'a pas eu de CAO là-dessus, c'est parce qu'il n'y a eu qu'une entreprise qui a répondu à l'appel d'offres, c'est pour ça? C'est un marché particulier alors dans ces cas-là, c'est pour ça? Ok. Vu le montant, je pensais, mais d'accord. Donc ça concerne sûrement les articles, plusieurs articles cités, voilà. Je ne nommerai pas. Merci beaucoup. La réponse est Pierre Nixon. Ok, je remets au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Nous passons au point suivant. Valérie. Avenant numéro 1 à la convention relative à l'octroi d'une subvention à l'association La Faïencerie. Par délibération en date du 31 mars 2025, il a été décidé d'octroyer une subvention de fonctionnement à l'association La Faïencerie à hauteur de 95 000 €. L'association La Faïencerie Théâtre et la ville de Nogent-sur-Oise sont associés dans le cadre d'une convention annuelle de partenariat culturel pour l'année 2025. Cette dernière met en place plusieurs propositions culturelles sur le territoire de la commune de Nogent, dont le festival Mosaïque. À ce titre, la Faïencerie et la ville de Nogent ont choisi conjointement le spectacle d'Arbre en arbre
de la compagnie Carabosse qui se jouera le vendredi 26 septembre 2025. Le coût de l'accueil de ce spectacle est plus conséquent que les spectacles accueillis les précédentes années et dépasse le budget fléché pour le festival Mosaïque dans le cadre de la subvention annuelle versée par la ville. C'est pour cette raison qu'une demande de soutien financier complémentaire d'un montant de 9 800 € est demandée au titre du festival Mosaïque 2025. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention relative à l'octroi de la subvention 2025 à l'association La Faïencerie et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 et tous les documents s'y rapportant. Merci. Des questions? Les gens qui battent. Donc je disais des questions. Et non pas des pigeons. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Adopté. Les deux points suivants concernent les finances, c'est Michel Duplessis. Oui, donc la délib numéro 20 concerne la décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville. Pour le fonctionnement, il est proposé une EDM de 534 970 €. Alors, il y a eu des recettes supplémentaires, notamment la DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui se voit abondée de 298 000 € supplémentaires. La DNP, dotation nationale de péréquation, qui gagne 63 000 €. À noter aussi le chapitre 75, qui affiche des recettes supplémentaires à hauteur de 167 500 €, avec notamment le versement de 104 200 € au titre de la redevance due par le délégataire en charge du chauffage urbain. En dépenses supplémentaires, donc, nous pourrons réaliser des actions qui sont portées par la collectivité, notamment le dimanche à la campagne, l'université des enfants, les actions du Sénat, la fréquentation des restaurations scolaires et les activités en faveur de la jeunesse qui nécessitent l'octroi de crédits supplémentaires. Il y a le chapitre 011 qui se voit abondé de 359 270 € et le chapitre 012, les dépenses de personnel, qui nécessite l'ajout de 150 000 €, notamment suite à des recrutements à la médiathèque, au service technique, des ajustements concernant les contrats ASH durant l'été et des ajustements pour les départs en retraite. Voilà. Donc, la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 534 970 €. Concernant la section d'investissement, elle est diminuée de 96 800 € compte tenu de la baisse du produit des amendes de police. Et on n'a pas eu de subvention d'investissement, notamment le FCTVA, qui est en retard. Donc, le report d'une partie des travaux de démolition du bâtiment Féderbe à 2026 permet de dégager des crédits supplémentaires qui seront affectés, notamment sur les bâtiments communaux et les réseaux. Donc, en inscription budgétaire BP en fonctionnement, le BP plus la DM1, on aura en fonctionnement 33 533 085 dépenses et recettes. En investissement, 8 311 746, qui nous donne un total de 41 844 831 € en dépenses et recettes. Donc il sera demandé au conseil municipal d'adopter la DM numéro 1 du budget principal 2025 annexée à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents y afférents. Merci Michel. Sur cette DM1 qui a été présentée en CMC, y a-t-il des remarques, des déclarations? Je mets aux voix, alors y a-t-il des votes contre? Ah pardon. Juste une petite remarque sur la partie Féderbe en fait qui m'interpelle. Quelle est l'urgence qui justifie la réaffectation des crédits prévus pour Féderbe, environ 495 000 €? Parce que reporter des crédits à la démolition pour le bâtiment alors que l'État nous attend sur ce dispositif. Je sais que nous avons eu une avance de subvention là-dessus, mais sauf erreur de ma part, l'État avait déjà versé ce fameux acompte sur les subventions prévues
Mais je pense qu'il serait anormal, à mes yeux, de suspendre ou de décaler, je dirais, la démolition de ce bâtiment et aussi de s'assurer qu'on ait bien le droit de les affecter sur d'autres lignes, puisqu'on sait que l'État nous donne des subventions pour tel ou tel sujet, bien s'assurer qu'on puisse l'utiliser pour autre chose. Et si c'est le cas, c'est possible, est-ce qu'on aura les moyens d'avoir la trésorerie pour la démolition quand vous la proposerez en fait? Alors, sur la démolition 1, d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que pour démolir, il faut s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans le bâtiment. Officiellement, il n'y a plus personne, mais il faut savoir que les fenêtres ont été forcées et ouvertes, et que donc il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier pour s'assurer qu'il n'y ait pas, vous savez comme moi comment ça fonctionne, il y a parfois des installations par des marchands de sommeil, de pauvres gens qui n'ont pas de logement, et donc qu'on retrouve ici ou là sans le savoir. Donc il y avait déjà ce premier sujet-là, qui fait que pour l'instant, on est en veille là-dessus. Et deuxièmement, le fait est que ce n'est que reporté pour être mieux réalisé. Et le programme dont vous parlez, c'est le RHI, hein. Tout à fait. C'est la résorption de l'habitat indigne, c'est pas du tout la partie qui va nous occuper à partir de septembre prochain, qui concerne les bâtiments D, E et G de l'ex-résidence de la commanderie. Donc tout ça suit son cours et sera fait dans les temps nécessaires. Il n'y a pas ni précipitation ni retard. Tout ça suit son cours normalement. Juste, monsieur le maire, si je peux me permettre, madame le sous-préfet avait bien insisté, je pense qu'on avait mis les moyens pour pas qu'il y ait justement de squat sécurisé. Et ça avait été confirmé que ce n'était pas squatté. Cependant, plus on retarde et plus on risque d'avoir du squat et ça va être plus difficile et plus coûteux pour nous. C'était ça la question. Oui, et vous avez abordé la carence. On aurait dû le démolir, parce que bon, je veux bien recevoir des leçons, madame Zrari. La dernière fois qu'on devait le démolir, il y avait un relogement qui était prévu par vos soins d'ailleurs. On l'a fait? Bah oui, enfin, vous l'avez fait avec il a été fait avec combien de retard? Pas vous, mais bon. Ben, je vous remercie, monsieur le maire, de le dire avec du retard, mais alléluia, on a réussi. Oui. Alors, pour ne pas dire je, parce que c'est pas je, nous avons relogé 9 familles du bâtiment FEDER, monsieur le maire. Oui, mais avec dont une famille sur Chantilly. Avec du retard. Ah bon? Et donc, le retard, il concerne tout le monde. Voilà. Après 3 ans, j'ai mis 7 mois à reloger et m'occuper de ce bâtiment. Bah, merci de le rappeler. Merci, monsieur le maire. Non, c'est pas je, c'est nous. Si. Ça vous plaît? Merci. Il faut être collectif un peu. Il faut jouer collectif. Donc le retard, c'est un alors, je mets en voie cette DM1. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Pas de vote contre? Adopté. Le dernier point, enfin la dernière délibération, pardon, concerne les admissions en non-valeur. Oui. Donc, suite aux propositions du trésorier principal en date du 13 mai 2025, concernant l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 6 374,98 €, qui concerne les années 2015 à 2021. Donc, il sera demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de la liste que vous avez en annexe pour un montant de 6 374,98 € et d'imputer la dépense sur les crédits ouverts de l'exercice principal 2025 au chapitre 65, compte 6541, créances admises en non-valeur. Merci. Sur cette délibération technique, pas de vote contre, pas d'abstention, adopté. Alors, il me reste, nous sommes arrivés à la fin de cette séance de conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances pour celles et ceux qui vont y goûter prochainement au mois d'août. Et vous donner des rendez-vous. Alors, je vous ai donné des rendez-vous là pour ce week-end, mais si je reviens à l'été, vous avez un programme chargé. Je voudrais signaler le ciné d'été en plein air au Parc Hébert le 7 août,
Les boucles de l'Oise, course vélo les 22 et 24 août. La brocante des fonds, traditionnelle brocante des fonds qui attire beaucoup de monde le 24 août. Et puis notre rendez-vous traditionnel qui va fêter ses 10 ans maintenant, les 10 ans de Un dimanche à la campagne, avec le 30 août, le samedi, une soirée guinguette et le dimanche, les animations, stands, spectacles, etc. de Un dimanche à la campagne. Et en septembre, nous aurons la rentrée des associations le 6 septembre et le festival Mosaïque dont nous avons parlé le 26 septembre. Je signale également que dans le quartier des Rochers, il y aura une brocante le 14 septembre qui est un dimanche. Donc, comme vous pouvez le voir, les festivités prévues dans ces mois de juillet et août 2025 sont importantes et nous vous y invitons nombreux. Merci à vous, bonne fin de soirée et encore une fois, bonnes vacances pour celles et ceux qui pourront y accéder.